Monsieur le ministre Abdoulaye Tchane, merci de m'avoir invité. Et je suis très sensible à cette démarche, surtout que hier, j'étais à Madrid. Nous avons pu échanger rapidement. Je vous ai assuré que j'ai reçu votre invitation, que je me ferai le plaisir, le devoir d'être ici. Je ne suis pas de la diaspora, mais je suis dans la diaspora. Par mes fonctions antérieures, je me suis occupé des problèmes de la diaspora et depuis que 4 ou 5 ans que je suis à Paris, je vis avec la diaspora. Fondation Cœur à Cœur, tout un programme. Toutes les idées que vous avez développées, je crois que, n'est-ce pas, lorsque nous entendons nos hommes politiques parler, vous avez défendu que ce n'est pas une réunion politicienne. Mais très rapidement, nous avons glissé dans ce domaine qui est inévitable pour notre pays. Une fondation Cœur à Cœur, c'est tout à fait important. Vous avez parlé du microcrédit. Ce sont des pistes que nous examinons. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est que ça se place dans un cadre plus formel, Fondation Cœur à Cœur. Je crois aussi qu'avec l'Organisation mondiale des migrations, il y a un projet en ce moment dénommé transfert des fonds des migrants. Il y a ce projet, n'est-ce pas, sur lequel nous travaillons. Je crois que l'implication de la diaspora est quelque chose de fondamental dans le développement de nos pays. Vous avez cité des pays dont la diaspora a joué un grand rôle dans leur développement. Le Bénin peut faire partie de ce pays grâce à vous, grâce à tous nos hommes politiques. Lorsqu'on vous entend, c'est comme si on entendait les autres hommes politiques parler. Avec la différence que, peut-être, il y a de nouveau. Vous envoyez votre parcours, ministre des Finances, puis vous avez été à l'Observatoire du Fonds monétaire. Je crois que ça fait peut-être la différence. Et nous croyons en ce que chacun des hommes politiques disent. Moi, je ne suis pas un homme politique, mais je suis dans la politique aussi. Mais nous avons, n'est-ce pas, nous allons pouvoir, il y a beaucoup de choses que je trouve dans cette fondation Cœur à Cœur. Et sûr que les apports financiers que la diaspora apportera, ces apports vont être utilisés à bon escient. Mais je vous remercie beaucoup. C'est des idées. On va y travailler ensemble. Merci beaucoup. Des résultats assez intéressants n'ont pas été obtenus. Nous savons le voir sur le plan économétrique, etc. Alors, par rapport au microcrédit, je crois qu'il y a tous les travaux d'économistes du MIT qui ont bien montré que, bon, en fait, c'est du second ordre. Bon, je m'adresse aussi au ministre. Il semblerait que, tout simplement, dans votre exposé, vous comptiez sur la stabilisation macroéconomique pour faire de la croissance. Or, là aussi, il faudrait se rendre à l'évidence, toutes les études qui ont été menées ont montré qu'une démarche de politique industrielle est beaucoup plus prépondérante, et c'est celle-ci, de manière rétrospective, qui a permis de faire le saut qualitatif concernant le Japon, l'Inde et la Chine. En vous écoutant, je n'ai guère entendu, si je suis d'accord qu'il y a une nécessité d'une vision, une nécessité également de parler en fait de stratégie. D'ailleurs, à ce titre, j'invite en fait les uns et les autres de regarder sur Internet un de mes articles intitulé « La thésaurisation de la démarche scientifique ». Où on parle beaucoup, où on fait des réunions à n'en plus finir, et les initiatives individuelles ne sont jamais menées à bout. Sous votre patronage, je souhaiterais que ce soit montré aux Béninois ce que la diaspora peut faire avec toutes les contraintes que cela comporte. M. Viachani. Au mois de mars dernier, je suis allé au Bénin avec un tracteur Massey Ferguson que je voulais faire passer par conteneur au Bénin. J'étais muni. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'après, vous vous demanderez pourquoi il me parle de ça, il ne me pose pas de questions. Ce sont les contraintes béninoises. J'étais venu au Bénin, donc, nanti d'une disposition législative qui prévoyait l'exonération de taxes fiscales sur les importations de matériel agricole. Je l'avais. J'ai demandé aux transporteurs, comment on les appelle, les bonhommes qui travaillaient au port, qui faisaient les formalités, qui m'a dit, mais vous n'y pensez pas du tout, ça ne marche pas, ça n'existe pas. J'ai produit le document
Et on me dit, pendant que le conteneur est au port, il faut faire une requête et l'adresser au ministre. Donc je rédige la requête que je dépose au ministre. Mais voilà, ma question, parce que j'adhère à tout ce que vous avez dit, il y a un problème interne au Bénin. Le fonctionnement de l'administration, qu'est-ce que vous pensez faire pour alléger, si on met en place une structure pour investir dans ce pays, pour que nous n'ayons plus à affronter ce type de contraintes? Et la dernière question, j'en aurais terminé, quand vous avez fait votre exposé, vous avez oublié un point qui me paraît important. L'appareil judiciaire du Bénin. L'appareil judiciaire du Bénin, la démocratie, c'est la liberté, c'est à l'aune de l'appareil judiciaire qu'on apprécie si on est dans un État démocratique. Il faudra y réfléchir et il faudra faire un groupe de travail là-dessus parce que c'est le plus important. Merci. Non. Pour être utile à son pays, en tant qu'aîné, quels seraient vos conseils concrets à ce jeune? Deuxième question, concernant la diaspora, j'ai l'impression quand on parle de la diaspora, on en parle en termes de sollicitation. Solliciter la diaspora pour investir au Bénin ou dans la fondation dont vous parlez par exemple. Mais on oublie souvent que ces membres de la diaspora ont des problèmes ici aussi, ont des difficultés ici. Comment les aider ici pour mieux investir au pays? On a l'impression, quand j'ai discuté avec eux la semaine dernière, on a l'impression d'être trop souvent concernés par ce qu'ils vont faire pour le pays que par ce qu'on peut faire pour eux. S'ils ne se sentent pas bien, si en termes de gouvernance, on ne les aide pas à mieux s'intégrer ou bien à renforcer leur intégration ici, comment allons-nous espérer qu'ils investissent davantage dans nos pays? Je voudrais aussi, à ce niveau-là, poser la question et puis vous suggérer aussi de voir comment on peut aider la diaspora en amont, avant d'espérer d'elle qu'elle investisse en aval dans le pays. Viviane Zizinokwe, je suis agente territoriale à la mairie de Châtenay-Malabry. Alors ma question est la suivante. Bon, puisqu'on on est venu parler de pauvreté, voilà. La pauvreté au Bénin touche essentiellement les femmes, les jeunes et les enfants. Si vous remportez les élections présidentielles en 2016 au Bénin, on n'y est pas encore, c'est vrai, est-ce que vous allez adopter la parité, c'est-à-dire le même nombre de femmes au pouvoir, exemple, ministère, mairie, député, etc. Voilà, ma deuxième question, puisque je l'ai préparée. Vous qui défendez les principes du FMI et de la Banque mondiale, le consensus de Washington, ne pensez-vous pas que ce sont les principes qui maintiennent le Bénin dans la pauvreté? Troisième question. Qui sont ceux qui vous donnent envie de vous présenter aux élections présidentielles, si c'est le cas? Deux, ne vous ont-ils pas lâché? Toutes les questions sont intéressantes et je pense que si je dois aller au fond de ces questions, non seulement il n'y aura pas une deuxième liste, mais qu'on risque de passer toute la soirée ici. Je veux saluer et remercier tous ceux qui sont intervenus et surtout l'ambassadeur. Malheureusement, il est parti pour des raisons professionnelles. Lui dire et à ceux qui pensent comme lui que bien sûr, et M. Aguilar en conclusion tout à l'heure est revenu un peu là-dessus, que bien sûr, on construit tout ce qui existe. Que bien sûr, il y a un pays et c'est sur ce pays-là qu'on applique les propositions qu'on fait. Et que bien sûr, ce sont les citoyens dans les conditions où ils vivent aujourd'hui. C'est pour ça que dans l'un des points que je faisais tout à l'heure, je disais, il nous faut examiner très bien les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent, les problèmes auxquels ils sont confrontés, et ensuite faire des propositions. Je veux m'en tenir à ça. Si je rentre dans la discussion de ce qui a marché dans le régime actuel,
Il y a certains qui me diront, mais allez-y, il faut ce qui ne va pas. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas. Au professeur Johnson, je veux dire que, bien sûr, sur les politiques industrielles, il nous en faut. Mais il ne vous échappe pas que nous sommes une population de 9 millions d'habitants. Et donc il faut, quand vous voyez Renault externaliser sa production parce que la France n'est pas compétitive, quand vous voyez PSA le faire, vous pensez bien que le Bénin ne sera pas compétitif sur ce marché-là. Ça ne veut pas dire que le Bénin ne peut pas s'industrialiser. Je donne un exemple, un contre-exemple à ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, pour avoir de l'énergie, nous demandons au gouvernement nigérian de nous donner de l'énergie. Vrai ou faux? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, comme politique énergétique, c'est de produire de l'énergie et vendre cette énergie-là au Nigeria. Parce qu'il y a un marché et parce que nous pouvons le faire. Et parce que nous pouvons attirer, nous sommes capables d'attirer des investisseurs béninois et étrangers pour venir s'installer au Bénin, que ce soit à Séné ou dans les zones frontalières du nord et du centre, pour produire de l'énergie à exporter au Nigeria. C'est valable pour l'électricité, mais c'est valable aussi pour les produits raffinés que le Nigeria exporte. Dans 20 ans, le Nigeria restera déficitaire en matière énergétique. Donc dans 20 ans, nous avons encore un marché potentiel. Quand je parle de l'agriculture, je ne parle pas seulement de vendre du maïs brut ou de continuer de vendre des fibres de textile. Nous avons une vocation industrielle dans ces domaines-là. Donc il y a une analyse à faire. Donc je vous réponds qu'il y a quelque chose à faire, mais il faut effectivement aller plus loin que l'affirmation du principe. Et bien sûr, la politique monétaire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne veux pas que ce soit un dialogue entre experts, mais parce que tout de suite, ça va déraper sur le taux de change. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons, et je parle là aussi à Mme Zitloré, que nous avons un marché financier qui est suffisamment liquide. Nous avons une épargne suffisamment dynamique pour que les Béninois et les Africains en général soient exportateurs nets de capitaux. Il y a une étude, je m'excuse, qui a été faite par le Fonds monétaire et la Banque mondiale l'année dernière, pour identifier les pays qui exportent de l'argent et les pays qui importent de l'argent net en Afrique. Cette étude date de l'année dernière, 2012. Elle montre le Bénin comme un pays exportateur de ressources. Je suis par ailleurs membre d'un panel qui est présidé par l'ancien président de l'Afrique du Sud, M. Bleki, qui est chargé d'étudier les transferts illicites de ressources hors d'Afrique. Eh bien, dans ce panel, nous sommes arrivés récemment à la conclusion que chaque année sortent d'Afrique 50 milliards de dollars. Et par an, 50 milliards de dollars. Je ne parle pas de 50 milliards de francs CFA, mais 50 milliards de dollars sortent d'Afrique tous les ans. Et pour vous donner une indication, l'aide publique à l'Afrique, en tout cas à l'Afrique subsaharienne, s'élève à 25 milliards, c'est-à-dire la moitié. Donc si nous étions tout simplement capables, non pas d'arrêter en totalité ce phénomène, mais au moins de le réduire de manière substantielle, ou bien nous renoncerons à l'aide publique au développement, ou en tout cas, ce serait des ressources additionnelles à cette aide publique au développement dont nous avons besoin. Donc je veux que ce soit clair que sur le marché financier, nous avons des ressources, et sur ce marché, il nous s'agit tout simplement de mieux organiser ce marché pour que les petites et moyennes entreprises, pour que les grandes entreprises et pour que les micro-entreprises puissent trouver leur marché. Ceci me paraît plus important que le débat sur le franc CFA ou le marché monétaire. Et aujourd'hui, nous en avons besoin parce que des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises n'ont tout simplement pas de quoi, disons, conduire leurs opérations. N'ont tout simplement pas les fonds propres qu'il faut
pour éventuellement aller emprunter, parce que quand vous allez vers une banque pour demander à emprunter, elle vous dit, mais où est votre autofinancement? Où est votre contribution propre? Eh bien, vous ne l'avez pas. Et ça, vous ne l'avez pas, mais en même temps, il y a des ressources importantes qui sont sur le marché et les entreprises qui savent se débrouiller peuvent le faire. Donc, je veux vous dire que ces questions-là sont importantes et elles ont des réponses sur le marché. Monsieur Tonocoin, je prends acte de ce que vous dites et j'accepte votre invitation. Je vous invite, moi aussi, à venir visiter ma ferme. Parce que moi aussi, j'ai une ferme, je suis sérieux. J'ai une ferme où j'emploie pas 5 personnes, mais au moins une dizaine de personnes. J'ai un ingénieur agronomique, un ingénieur agronome, pardon, que je suis allé recruter au Burkina Faso et qui travaille sur cette ferme. Donc, vous êtes invités, mais cela n'enlève rien aux préoccupations que vous avez parlé de l'administration et c'est un point fondamental. Nous ne pouvons tout simplement pas nous développer avec l'administration que nous avons actuellement. Elle est complètement contre-productive. Ce n'est pas une administration de développement et il faut absolument trouver une solution à ça. De même que vous parlez de l'appareil judiciaire, vous avez tout à fait raison et je ne veux pas. Quand je parle des réformes au niveau politique et institutionnel, bien sûr, c'est y compris les réformes au niveau de l'administration et au niveau de l'appareil judiciaire. Monsieur de Souza a parlé du contexte international. Bien sûr, on ne peut pas parler de la situation économique et faire fi du monde de ce qui se passe autour de nous, et en particulier de ce qui se passe dans les autres pays africains. Mais en tenir compte, ce n'est pas conclure qu'on ne peut rien faire. Parce que très souvent, c'est à cette réponse-là qu'on arrive. Je ne peux rien faire parce que tout autour de moi, il y a toute une série de choses qui se passent. Le subprime. Bien sûr qu'il y a le subprime, mais en même temps, il ne vous échappe pas que le Nigeria fait une croissance de 8% pendant le subprime. Il ne vous échappe pas qu'en même temps, pendant cette période de difficultés internationales, les pays qui ont été les mieux protégés de subprime sont les pays africains. Pour une bonne raison, c'est que la législation et la réglementation extérieure qui était en vigueur et qui est encore en vigueur empêchaient des investissements extérieurs. Tous ceux qui ont pris des risques individuels. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent, c'est vrai, mais ceux qui ont perdu de l'argent ne sont même pas capables de le dire très fort parce qu'ils ont enfreint la réglementation. Mais la plupart des institutions bancaires ont été protégées par rapport à ce qui s'est passé sur le marché international. Et donc, oui, il faut en tenir compte. Il y a un cadre réglementaire, il y a des accords internationaux, ceux de l'OMC notamment, pour ce qui est par exemple du développement du textile. Mais en même temps, je dis, nous avons un certain nombre de préoccupations qu'il faut que nous réglions avant. Je prends le coton. Dans le cadre de l'OMC, il y a un combat de ce qu'on appelle les cotons 4, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina, le Tchad et le Mali, qui disent aux Américains et aux Européens, il faut démanteler vos subventions. C'est bien, et je soutiens ça. Et quand j'étais au Fonds monétaire, effectivement, j'ai amené les responsables du Fonds à combattre dans cette voie également. Mais il ne vous échappe pas que si vous produisez 1 tonne de coton à l'hectare, le jour où ces subventions vont être démantelées et que les prix seront à un niveau plus important, eh bien ceux qui vont en profiter sont ceux qui produisent 10 tonnes de coton à l'hectare. Et donc, commençons par résoudre ces problèmes-là qui ne dépendent pas des autres, qui ne dépendent que de nous-mêmes. Puisque vous parlez, M. Tonocoin, de la ferme, moi, je suis parti de l'hypothèse, et ma ferme n'a que cet objet de démonstratif, je veux démontrer qu'on peut produire du maïs à plus d'1 tonne à l'hectare. Et c'est possible. Et nous commençons par le faire, et nous allons améliorer les rendements tous les ans. Donc,
Oui, il y a un environnement international, mais il y a beaucoup de choses que nous devons faire à notre niveau et je souhaite que nous nous concentrions sur ces questions-là avant tout. Alors, il y a un certain nombre de questions qui tournent autour du système éducatif et de ce qu'il y a à faire. Bien sûr, je ne suis pas allé sur ces questions, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chantier très, très important. Ceux qui ont étudié à l'étranger, en particulier ceux qui ont étudié aux États-Unis, seront plus sensibles à ça. Nous avons un système scolaire, un système éducatif au Bénin et un système économique qui fonctionnent parallèlement. C'est-à-dire que nous avons une école qui sort des gens qui ne sont pas utiles à l'économie ou qui ne sont utiles que marginalement. Mais en même temps, nous avons une économie qui ne cherche pas à savoir qu'est-ce que l'école doit faire pour chose. Regardez tout simplement comment ça marche. Vous avez, moi je vois des étudiants qui sortent de 4 ans d'économie qui peuvent allumer juste un ordinateur. Et donc tout ce qui est des logiciels, j'ai vu des étudiants en économie finir une maîtrise d'économie et ne pas avoir lu une seule page d'un journal économique avant la fin de leurs études. Vrai ou faux? Voilà. C'est l'État qui est responsable. Non? Alors, nous devons regarder ça et nous devons faire en sorte que le système éducatif, le système scolaire et le système économique aillent dans la même direction. Que notre système économique, celui qui a parlé de lycée technique a tout à fait raison. Aujourd'hui, vous avez dans ce qu'on construit le plus au Bénin aujourd'hui, en particulier à Cotonou, ce sont les hôtels. Mais vous n'avez pas de personnel dans ces hôtels-là. Vous allez au Novotel à Cotonou, et je vous y invite parce que je sais que c'est là où vous irez quand vous visiterez. Observez tout simplement le comportement du personnel par rapport tout simplement à ce que vous voyez à Paris ou ailleurs. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas reçu de formation. Et donc, il y a dans tous ces domaines, une formation professionnelle à avoir, il y a des lycées techniques, davantage de lycées techniques à construire, etc. Alors, quel conseil, Monsieur Adja, quel conseil je peux donner à un jeune qui veut rentrer aujourd'hui? Qu'il rentre. Et ce n'est pas un conseil gratuit. J'ai 2 enfants qui ont été dans les mêmes conditions. J'en ai un qui a fait des études d'informatique. Et l'une de ses clientes est devant vous. C'est d'ailleurs sa marraine. J'ai une autre qui a fait des études économiques comme moi. Et à tous les deux, quand ils ont fini, j'ai donné le même conseil. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous et vous verrez, on verra ensemble ce que vous ferez. Il y en a un qui a ouvert son entreprise, l'informaticien. Il y a l'autre qui venait juste de rentrer et qui, pour son bonheur ou son malheur, je n'en sais rien, travaille avec moi. Donc, c'est cela. Mais pour être plus sérieux, ce que je peux vous dire, c'est que pour rentrer, il y a une responsabilité claire du gouvernement. Quand vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens puissent rentrer, je vous dis, il n'y a qu'une seule chose à faire, et c'est ce que j'ai dit d'entrée, il faut avoir une politique économique qui permette à ceux qui sont là de s'en sortir. Ceux qui viennent de l'étranger, que ce soit les non-béninois ou les béninois de la diaspora qui veulent rentrer, ils seront confrontés aux mêmes problèmes, à l'administration, à des politiques inefficaces, à la discrimination, si vous voulez. Et voilà.
Mais si vous voulez un conseil individuel, comme celui que j'avais à donner à mon fils, je lui dis, tu rentres et tu vas te défendre, tu vas te battre comme ceux qui sont là et qui sont confrontés aux mêmes discriminations, en attendant que ça aille mieux. Okay. Bien sûr, il y a d'autres sujets importants comme l'aide à la diaspora ici. Moi, j'ai vécu la moitié de ma carrière, sinon plus, à l'étranger. Donc, je sais de quoi je parle. J'étais membre de la diaspora comme vous. Jusqu'en 2011, avant que je n'entre pour la campagne, je pourrais dire que je suis de la diaspora. Je travaillais à Lomé. Et avant Lomé, j'ai vécu 6 ans aux États-Unis. Et avant, j'ai vécu 6 ans à Dakar. Et avant, j'ai vécu 4 ans en France. Donc, je sais de quoi on souffre quand on est dans ces conditions. Quand on est étudiant, je sais ce qui se passe quand la bourse ne vient pas. Okay? Oui, moi j'étais... En ce moment, on avait encore des bourses. En tant que travailleur, je sais ce que ça fait quand on va dans une ambassade et qu'elle n'a pas d'électricité. Quand le téléphone est coupé. Quand parfois les fonctionnaires de l'ambassade ne sont pas payés. Quand vous ne pouvez pas avoir votre passeport parce qu'il faut l'envoyer à Cotonou avant de l'avoir en retour. Quand vous êtes confronté tout simplement à une administration hostile dans le pays hôte. Je connais tout ça. Et en même temps, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous avons fait une partie de cela quand moi j'étais au gouvernement. L'ambassade actuelle, à Paris, a été reconstruite, rénovée, etc., quand moi j'étais ministre. Et à l'époque, le plus gros problème, justement, c'était de faire en sorte que toutes ces ambassades-là soient au moins courantes vis-à-vis de leurs fournisseurs. Aucun Béninois ne pouvait être accepté en 1998 dans les hôpitaux de Paris. Parce qu'il y avait des ardoises partout. Il a fallu régulariser tout ça dans toutes les ambassades. Il a fallu réécrire les tests. Aujourd'hui, dans toutes les ambassades, il y a un comptable professionnel qui vient du Trésor. Ça, c'est ce que nous avons demandé, en contrepartie de ce nettoyage. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites pour que les gens, pour que nos compatriotes qui sont à l'étranger se sentent déjà bien là où ils sont, et respectés. Et enfin, qu'ils puissent effectivement contribuer. Je ne suis pas en train de plaider pour que tous les Béninois qui sont à l'étranger rentrent, pas du tout. Il y aura toujours des Béninois comme des étrangers à l'extérieur. Et moi, c'est ma fierté quand je rencontre des Béninois comme ici, de voir que certains sont à des postes absolument incroyables. Et c'est la responsabilité aussi de notre pays de les valoriser à l'extérieur, mais aussi quand ils rentrent. Et c'est comme cela qu'eux aussi se sentiront une responsabilité d'aider les gens à l'intérieur du pays. Et quand je dis, je réponds là à l'ambassadeur qui est parti, quand je dis il faut contribuer, ce n'est pas aller chercher les ressources d'autres personnes. Moi, je suis banquier de formation. Ça, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de la diaspora pour le faire. Mais ce que je dis, c'est que chacun de nous a une responsabilité. Madame Zizirové, moi, j'ai été candidat, je peux vous le dire, pas parce que j'avais envie de quelque chose. J'ai été candidat parce que, comme le disait Einstein, je ne pouvais pas voir un certain nombre de choses et rester au bord de la route. Et je sais que je peux changer ces choses-là. C'est pour ça que je le fais. Et c'est ça, c'est à ce message-là que je suis venu aussi vous dresser. Chacun de nous ici peut faire quelque chose à quelqu'un au pays.
Et je veux que nous enlevions l'excuse, et il y a, c'est vrai, beaucoup d'escrocs. Dans nos villes, dans nos villages. C'est parfois dans nos propres familles. Mais je veux qu'on s'enlève cette excuse-là. En mettant en place une structure qui garantisse que vos ressources les ressources qui seront mobilisées dans ce cadre seront utilisées à bon escient pour aider les gens qui en ont besoin. Pour aider des gens, pas qui en ont besoin pour s'en sortir seulement, mais pour éventuellement créer eux aussi quelque chose demain. Des gens qui ont un emploi, qui peuvent créer des activités eux-mêmes, dans leur village, dans leur quartier de ville. J'ai été très amusé l'autre jour, j'étais allé rendre visite dans un village, et j'ai découvert un jeune qui s'était fabriqué un appareil solaire qui lui permettait, dans le village, de recharger le téléphone de tous ceux qui en avaient besoin. Tous les soirs, il pouvait charger au moins 20 téléphones. C'était son activité et il en vit très bien. Parce que pour charger un téléphone chaque soir, les paysans payent 100 francs CFA. Donc chaque soir, il a un chiffre d'affaires de combien? De 2000. C'est plus qu'il ne lui en fallait, puisqu'avant il avait 0. Donc, c'est à cela que je nous invite tous, c'est cela que je propose et c'est possible de le faire. Je crois que j'ai répondu à l'essentiel des questions. On va passer rapidement à la deuxième série de questions. Et demander au président Abdoulaye Tchané comment va le Bénin. On a vu maintenant, à travers un certain nombre de séries de questions-réponses, que le Bénin ne va pas très fort. Et pourquoi le Bénin ne va pas fort? Le président peut nous le dire. C'est que le président a hésité de dire, c'est-à-dire un mot dont tout le monde a peur. Révolution, le mot révolution. Et il a dit révolution douce. Qu'est-ce que ça veut dire révolution douce? Bon, il dit qu'il faut une révolution absolue, révolution de nos mœurs et ce qui gangrène notre société, ce qui fait que le Bénin, non seulement n'avance pas, mais recule, c'est qu'il y a un grand virus qu'on appelle la corruption. Le président a dit des escrocs. Ce vocabulaire-là ne me plaît pas. C'est des corrompus. Et cette corruption est à tous les niveaux. Et ça fait qu'on ne peut même pas adhérer à une fondation comme ça parce qu'on n'a plus confiance en rien. Comment voulez-vous qu'on adhère à quelque chose si on n'a plus confiance en rien? Ni à la justice, ni à la politique, ni aux libertés d'expression, ni à l'économique où on peut prendre des initiatives. C'est en cela qu'il faut voir qu'il faut une révolution profonde de nos mœurs et à tous les niveaux de l'État. Le président, c'est sûr, il ne vient pas, il a dit habilement qu'il n'est pas en campagne et puis il ne peut pas parler des tares du régime actuel, de ce que nous connaissons, nos parents connaissent maintenant au Bénin. Mais il faut quand même reconnaître qu'il faut d'abord qu'on commence par trouver une solution. Comment balayer ce virus-là? Ce n'est pas seulement au niveau du Bénin, c'est au niveau de toute l'Afrique. La corruption à tous les niveaux. Il faut donner, il faut essayer de tout donner pour ne rien avoir. Même si on peut donner pour avoir, on peut essayer. Et puis, non seulement on donne, mais encore, on va encore au-delà de ceux qui demandent. Il faut nécessairement que le développement passe par cela. Je voudrais que le président nous dise que ce virus-là est fondamental et qu'il faudrait l'enrayer. Merci. Tout à l'heure, vous aviez parlé notamment en termes de technicité, d'apport, on va dire, de bilatéralité plutôt, au niveau des potentialités en termes d'éminence grise que nous constituons.
J'ai 3 questions, je vais essayer d'être en synthèse. La première, si vous étiez président, prévoyez-vous un dispositif de réforme fiscale, notamment pour générer des fonds, car l'État béninois est pauvre. Et il est normal, quand on sait qu'à 75% des revenus fiscaux, par exemple si on prend des pays comme l'Europe, l'Allemagne ou la France, 75% des revenus fiscaux permettent de nourrir donc, ces États-là, et donc de payer mieux leurs salariés. Qu'en est-il pour l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest? On est seulement à 15%, vous voyez, de revenus générés par le fisc. Avez-vous donc prévu une réforme à cet effet-là? La deuxième question concerne l'agriculture. Vous parliez notamment de coton. Alors je suis aussi paysanne dans l'âme. Le coton a ses particularités dans son évolution. En termes de productivité, donc parfois il a tendance à affaiblir les sols. Donc justement, qu'en est-il au niveau de l'agriculture sur la responsabilité sociale environnementale? Avez-vous prévu quelque chose à cet effet-là, notamment votre positionnement m'intéresserait. Et la troisième question est plus du domaine financier. Effectivement, je pense qu'une économie bien huilée, c'est un système financier qui fonctionne. Alors certes, nous avons beaucoup de fluidité, de liquidité en Afrique, mais encore une fois, investi nulle part ailleurs, on ne sait pas quoi en faire. Alors pour ce qui est de la diaspora, nous l'avons bien injecté, mais comment? Avez-vous prévu aussi les fonds de garantie en termes de possibilité de mesurer les risques? Voilà, donc je suis dans la question, techniquement ça m'aiderait. Je suis secrétaire général d'un magazine en ligne qui s'appelle Nations émergentes, spécialisé dans le traitement d'informations des entreprises PME, PMI en France. Voilà, il y a aussi des PME, PMI qui souhaiteraient faire des choses bilatérales en termes de coopération. Nous aurions besoin de plus de traçabilité, de visibilité dans les pays africains. Merci. C'est ici que ça se passe. Tournez à ennemi, contributeur. Alors donc, mon intervention portera tout simplement sur des suggestions. Je crains que dans 50 ans, tous ici, je vais jeter un regard sur la salle, qu'on se retrouve et qu'on continue de répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que rien ne bouge. Je suis en train de constater qu'à travers votre intervention, on ne pose pas les vrais problèmes. On ne prend pas le problème, comme le dit si bien M. Larrault, à la racine. On sait très bien que notre pays est pauvre, que nos pays sont pauvres, mais on n'apporte pas les solutions qu'il faut pour régler nos problèmes. La question de la fondation, à mon avis, est en train tout simplement de prendre le problème du mauvais côté. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'investir pour pouvoir réduire la pauvreté, ça se saurait. Et comme l'a dit, je crois, le professeur Johnson, on a montré les mythes donc, du microcrédit dans ce sens-là. Si le microcrédit réduisait la pauvreté, on le saurait depuis fort longtemps. Il y a donc plus de 50 ans, bien entendu, qu'on serait sorti donc, du sous-développement. Alors, que faut-il faire? Moi, je pense sincèrement, et d'ailleurs, j'ai publié un article sur mon blog aussi, qui est tiré d'une étude de l'Institut national des études démographiques françaises, et qui a travaillé notamment sur la jeunesse africaine. Et cette étude disait quelque chose de très vrai. Nous avons un potentiel. Notre jeunesse en Afrique, cette jeunesse, elle est assez dynamique, elle est très bien formée, nous le savons tous. Mais cette jeunesse, elle est désœuvrée. Pardon, elle est désœuvrée. On ne lui propose fondamentalement rien, notamment en termes de système de protection sociale. C'est-à-dire que dans 50 ans, nous allons avoir une jeunesse d'aujourd'hui qui sera vieille et qui n'aurait pas bénéficié de protection, pour 2 raisons suffisantes. La baisse de la natalité et la baisse de la mortalité. Nous faisons de moins en moins d'enfants et nous mourons de plus en plus vieux. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Si nous ne faisons rien aujourd'hui en termes de protection sociale, nous avons beau investir tout ce que nous voulons dans les activités génératrices de revenus, tout ce qui va derrière, ça n'apportera aucun élément de développement pour nos pays. Donc, revenons au cours du sujet qui est à l'ordre du jour, qui est celui des enjeux politiques et économiques pour le développement du Bénin à l'horizon 2020. Donc par rapport à ça, ma contribution est la suivante. Dans votre exposé, je n'ai pas entendu parler d'économie informelle. Et tout le monde sait aujourd'hui que pour l'Afrique, c'est vraiment une préoccupation hyper importante. Pour le cas du Bénin, par exemple, 97% de la population active est dans l'informel. 70% du PIB
provient de l'économie informelle. Donc, avec 4,5 points de croissance prévus pour l'année 2013, et qu'on sait que pratiquement il faut à peu près 7,5% de croissance pour commencer par combattre la pauvreté, donc on sait où il faut aller chercher les points de croissance qui nous manquent. Voilà. Que voyez-vous faire dans ce sens pour essayer de formaliser, ne serait-ce que sur un petit point, tous les gens qui ont aujourd'hui embrassé l'économie informelle? Je pense que on a eu, bien sûr, à travers tout ça, beaucoup plus de contributions que de questions. Je pense notamment à tout ce que certains ont dit tout à l'heure. J'ai écouté... C'était qui votre nom? Vous n'avez pas entendu votre nom. Monsieur Nebeg. Vous avez essentiellement fait des commentaires qui enrichissent le débat, qui montrent où sont les problèmes au Bénin. Et absolument, il faut résoudre le problème de l'énergie. Ce n'est pas suffisant de dire que c'est un problème africain. Il faut le résoudre. Et il ne faut pas le résoudre, ce n'est pas seulement une question financière. Il ne s'agit pas seulement d'investir des milliards de francs CFA. Si c'était cela, ça se serait résolu. Je crois que donc j'ai entendu beaucoup plus de contributions et je veux dire que, bien sûr, dans une conférence de ce type, il est difficile de couvrir tout le sujet. C'est comme ça que je comprends, professeur Johnson, vos commentaires. Mais se tourner vos commentaires sur la protection sociale, oui, il faut une contribution, il faut une protection sociale. Mais il ne vous échappe pas qu'il faut produire d'abord, avant de distribuer. C'est la protection sociale. Donc, je suis certain qu'il faut aller dans tout ces détails. Je réponds à quelques questions très, très, très importantes, indépendamment de ces contributions-là, sur la corruption. Oui, notre pays, l'administration, la justice, beaucoup de corps sociaux sont aujourd'hui, la santé et l'éducation. J'ai un ami qui est syndicaliste, à qui je disais, il faut promouvoir les cantines scolaires. Il faut investir dans les cantines scolaires. Il me dit, est-ce que tu sais qu'une partie des ressources des cantines scolaires est détournée par les enseignants? C'est un syndicaliste qui me dit ça. Dans les hôpitaux, comme l'a dit tout à l'heure, notre ami qui a parlé des investissements à l'hôpital, bien sûr qu'il y a des détournements de médicaments. Donc, il y a ce phénomène qui gangrène notre pays. Et il ne suffit pas de dire que c'est un problème africain. Oui, c'est un problème africain, on le vit au Nigeria, on le vit ailleurs, mais ça n'enlève pas notre responsabilité et il faut le combattre. Le secteur financier, madame, vous l'avez évoqué, les fonds de garantie, mais surtout, M. Toundé en a parlé aussi, comment faire pour que les PME, vous en avez parlé, puissent bénéficier des financements. Les PME qui sont les plus nombreuses, qui constituent le corps de notre système économique, n'ont pas un marché financier, ne savent pas où trouver de l'argent. Les banques ne veulent pas leur prêter. Elles ne peuvent pas avoir suffisamment de fonds propres. Il n'y a pas de fonds de garantie pour les couvrir. Oui, il faut trouver une solution à ça et je suis d'accord qu'il faut le faire. Et je peux le dire, je peux vous confesser que à la dimension où je suis aujourd'hui, dans le cabinet que je dirige, il y a des sujets de ce type que nous sommes en train de traiter. Je suis membre du conseil d'administration d'un fonds qui apporte des fonds propres aux entreprises africaines. Ce fonds a été constitué, il est dirigé aujourd'hui par M. Celerino, que vous connaissez peut-être, qui a été le directeur général de l'AFD et qui a pris la direction d'un fonds qui s'appelle IEP. Ce fonds finance essentiellement les fonds propres des entreprises africaines. Nous allons, avec d'autres jeunes Africains bientôt, nous allons lancer un fonds spécifiquement pour les PME d'une catégorie plus faible encore,
parce qu'il y a des PME qui arrivent à faire leur marché, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout, eh bien, nous allons lever des fonds jusqu'à 50 milliards de francs CFA pour justement apporter des fonds propres à ces entreprises-là. Et de la même manière, oui, il n'y a pas de fonds de garantie pour cette tranche-là d'entreprises. Pour cette tranche d'entreprises, les petites PME, aucune institution financière ne vient les couvrir. Vous avez le FAGAS, vous avez le Fonds Gari, vous avez le FSA qui couvrent les grandes entreprises et une partie des PME. Mais vous, quand vous êtes une petite PME, vous n'avez pas un marché, vous ne savez pas où trouver quelqu'un pour couvrir vos opérations. Pas les sociétés d'assurance locales. Donc, il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Et bien sûr, ce gap-là permet à de nouvelles entreprises, à de nouveaux fonds de s'installer et d'avoir des affaires. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un rôle là à prendre par les institutions internationales et par le gouvernement de nos différents pays, et en particulier par le gouvernement du Bénin. La responsabilité sociale, elle est cruciale, et en particulier dans des secteurs comme l'agriculture. Pas seulement sociale, mais environnementale aussi. Dans des pays, dans le nord par exemple de notre pays, il y a tous les 2 ans, 3 ans, cette zone est affectée soit par une petite sécheresse, soit par des inondations. Il faut protéger les paysans d'une façon ou d'une autre. Il faut les amener à être assurés d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, mais c'est aussi la responsabilité de leurs différentes associations de se mettre ensemble et de voir comment mutualiser, disons, leurs risques et leurs besoins. Bien, Ismaël, il y a une économie informelle. Et le grand défi pour l'économie béninoise, surtout, et il y en a d'autres aussi qui sont confrontés au même problème, et il y a d'autres pays qui ont commencent pas à trouver des solutions à ça, c'est comment formaliser le secteur informel ou comment introduire progressivement le secteur informel dans le secteur moderne de nos économies. Pas seulement du point de vue fiscal. Et une voie, justement, dans cette direction, c'est ce que notre ami a dit tout à l'heure en ce qui concerne le foncier. Le jour où nous aurons la possibilité d'organiser le cadastre de manière à ce que toutes les parcelles soient identifiées, qu'il s'agisse de parcelles dans les zones urbaines, dans les villes, ou qu'il s'agisse de parcelles dans le rural, ce sera une révolution pure et simple. Parce que, d'abord, les paysans qui n'ont pour principal actif que les terres auront désormais un actif qui est commercialisable. Parce qu'ils peuvent le vendre, ils peuvent le céder, ils peuvent l'apporter en garantie pour, disons, obtenir des financements dans les banques, y compris si demain il y a une banque publique d'investissement. Aujourd'hui, c'est impossible. La plupart des paysans n'ont aucun titre sur leur ferme. Dans les zones urbaines, vous allez à Cotonou, il y a à peine le 10e des parcelles qui sont immatriculées. Et donc, et les banques, parce que les banques ne peuvent pas mettre dans leur patrimoine, je parle sous le contrôle d'un grand expert comptable, les banques ne peuvent pas mettre dans leur patrimoine les parcelles qui ne sont pas munies de titres fonciers. Donc, avoir des titres fonciers va changer les perspectives, et pour ces banques-là, et pour les propriétaires de ces terrains. Et enfin, pour le système fiscal de notre pays, là aussi, ça va être d'un apport incroyable. Mais vous savez, le principal frein contre ça, c'est tout simplement l'administration. Parce que vous avez les banques qui en bénéficient, vous avez les paysans qui peuvent en bénéficier, vous avez le système fiscal qui peut en bénéficier, et pourtant, ça ne bouge pas. Donc, voilà la direction vers laquelle on peut aller si on veut, disons, sortir le plus de gens, sortir le plus d'entrepreneurs, le plus d'artisans de l'informel vers, disons, le formel.
Monsieur Assoba, j'ai entendu ce que vous avez dit sur le projet, la responsabilité du gouvernement. Il m'est difficile de dire sur ce point autre chose que ce que j'ai dit. Et ça répond en même temps, je veux répondre en même temps c'est Toundé qui disait, c'est pas Toundé, c'est quelqu'un d'autre qui me demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. C'est vous, je crois, à la haut. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça marche? Je peux vous dire. Qu'est-ce qui fait la différence dans un pays pour que ça marche et dans un autre pays pour que ça ne marche pas? Et je vous le dis parce que j'ai documenté ça. Quand j'ai été au Fonds monétaire international, j'avais sous ma responsabilité 44 pays, j'ai demandé à mes collègues, nous avons tous ces pays, regardons pourquoi ça marche dans un pays et pourquoi ça ne marche pas dans un autre. Pourquoi dans un pays, à une époque, vous avez une forte croissance économique et à une autre époque, les choses reculent. Nous sommes arrivés à une seule réponse, le leadership. Quand vous avez le leadership, et pourquoi? Parce que dans tous ces pays, à l'exception de l'Afrique du Sud, vous avez des institutions qui sont très faibles lorsqu'elles existent. Vous avez une justice qui ne fonctionne pas. On a beau dire la justice est indépendante. Elle n'est pas indépendante. Vous avez des institutions qui sont constitutionnelles, soi-disant indépendantes. Elles ne le sont pas, nous le savons. Eh bien, la différence, c'est le leadership dans tous ces cas-là. Quand vous avez des leaders ou un groupe de leaders qui est fermement décidé à aller dans une direction, ça marche. Et quand le leadership est défaillant, ça ne marche pas. Heureusement, ce n'est pas un exemple uniquement africain. Pendant une année, je crois que c'était en 2003 ou en 2004, les assemblées annuelles du Fonds monétaire se sont passées à Singapour. Et donc, on a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants de Singapour et en particulier le Premier ministre de l'époque qui a dirigé les réformes qui ont amené Singapour dans l'état où il est aujourd'hui. Et donc, il a fait des conférences, il a expliqué. Et il nous disait, moi j'étais au début des années 60, j'étais étudiant en Angleterre comme beaucoup d'autres. Et un jour, nous marchions dans la rue avec des amis de Singapour. Et nous étions bien sûr émerveillés par tout ce que nous voyions de Londres et à Londres. Et nous nous sommes dit, à l'époque, ils étaient étudiants. Est-ce que ça, ce n'est pas possible dans notre pays? Eh bien, ils sont rentrés et ce groupe d'étudiants a constitué l'essentiel de l'équipe dirigeante de Singapour à l'époque. Et ce sont eux qui ont conduit les réformes et l'essentiel de ce que vous connaissez aujourd'hui de Singapour, où vous pouvez aujourd'hui sortir un conteneur du port en 15 minutes. Donc oui, le leadership est important. Je veux finir sur une chose. C'est la question, le commentaire qui a été fait tout à l'heure par notre ami D'Almeida. Sur le barreau, je n'irai pas loin parce que vous avez un de vos collègues qui est ministre aujourd'hui. Et je pense qu'on peut lui poser la question, on peut lui demander de nous aider sur ce plan. Et s'il ne nous aide pas, demain, il y aura d'autres qui prendront les choses dans cette direction. Et vous savez, l'idée qu'il faut fermer la porte dans un sens ou dans l'autre pour empêcher les gens d'entrer, ça fait aussi que si vous empêchez les gens d'entrer, vous empêchez d'autres de sortir. Il faut laisser les portes ouvertes pour que d'autres puissent entrer, que d'autres puissent sortir, et pour que le corps dans son ensemble puisse s'enrichir. Donc je suis d'accord avec vous sur le fond qu'il faut ouvrir le barreau béninois pour que les gens puissent entrer et sortir.
Mais vous avez évoqué un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question du régionalisme. Pas parce que ça m'intéresse particulièrement et que je pourrais en être victime. Je suis tout simplement désolé que en 2013, en 2012, c'était déjà un sujet de campagne en 2011. Il faut que le pouvoir revienne au sud. Je ne suis pas contre. Mais vous savez, moi je suis né dans une famille un peu comme vous d'Almeida, où assez tôt, je ne savais plus qu'est-ce qui est du sud et qu'est-ce qui est du nord. Vous savez, je suis né dans une famille, malheureusement, et à bien des égards, heureusement pour moi, où mon père était polygame. Il a eu 4 femmes et il a bien fait les choses. Il y en avait 2 du nord, 2 du sud. Il avait 3 qui étaient musulmanes, 1 qui était catholique. Et je suis musulman pratiquant. J'ai commencé mon école primaire à maternelle dans une école des sœurs catholiques. Et jusqu'au CM2, j'allais à l'église catholique. Tous les dimanches, j'accompagnais, c'était pas ma mère qui est chaude, mais l'une des femmes de mon père, des épouses de mon père, à l'église. Et j'ai participé ainsi à plusieurs pèlerinages catholiques. J'ai donc grandi dans cette famille-là, avec, vous connaissez les familles africaines, où ce ne sont pas seulement les enfants, mais les cousins, les cousines. Donc j'ai plein de cousins. Et aujourd'hui encore, j'ai une maison familiale à Covey, qui est dans le Zou. Et j'ai une maison familiale à Porte-Nouveau, où vivent plusieurs membres de ma famille. Donc, je ne sais pas de quoi on parle quand on me dit, oui, il faut que le pouvoir revienne au nord, il faut que le pouvoir, revienne au sud, il faut que le pouvoir quitte le nord. J'ai été ministre des Finances pendant 4 ans. Et je peux vous dire que de tous ceux qui étaient mes collaborateurs à l'époque, il y en avait de toutes les régions, et le critère par lequel je les choisissais était tout simplement le critère de compétence. J'avais un directeur de cabinet, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui, Nadjo, qui est du Sud. Son adjoint était du Nord, mais il n'a pas été choisi parce qu'il était du Nord. Le directeur de l'administration à l'époque, c'est un cousin d'Ismaël, il était de Porte-Nouveau. Et madame, tout à l'heure, vous me posez la question sur la diversité, le rôle des femmes. Pour moi, c'est important. C'est très, très important. 3 des grandes directions du ministère à l'époque étaient dirigées par des femmes. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais elles n'étaient pas du Nord. Elles étaient du Sud. Matisse, qui a été ministre par la suite, était directeur du Trésor, c'est moi qui l'ai nommé. Guinée Coucou, qui était membre d'ailleurs, un membre fondateur de la RB, donc responsable de l'opposition à l'époque, était inspecteur général des finances. Et d'autres encore. Donc, je peux vous dire une chose, ni mon histoire familiale, ni ma pratique des choses ne se réfère à ça. Et je veux vous dire une chose, si nous voulons vraiment que notre pays se développe, oublions cela. Allons, cherchons dans la direction de l'efficacité. Moi, j'ai été directeur du département Afrique du FMI, il y avait plus de 300 cadres dans cette direction. Et ces gens-là venaient de plus de 100 pays. Il y avait bien sûr des Africains,
Des Béninois, je ne sais pas combien il y en avait. J'étais sûrement le seul Béninois du nord du Bénin. Mais ça a bien marché. Donc je veux nous dire à nous tous ici, prenons garde. Ça va dans cette direction, mais on ne sait pas où ça s'arrête en termes de division. Parce que après, ça va être, il faut que ce soit quelqu'un de mon département. Après, il faudra que ce soit quelqu'un de ma commune. Il faudrait qu'il soit de mon quartier et de la sous-tribu, de la tribu. Nous voulons construire vraiment un pays où tout le monde est à l'aise, où les choses avancent. Et je peux vous dire, regardez autour de nous, dans le monde, les pays qui avancent, c'est les pays qui sont ouverts. Regardez les États-Unis. Les États-Unis ne se sont pas construits en disant ça va être seulement le pays des Blancs. Obama ne serait jamais président. Il est d'une minorité, même pas une forte minorité, mais il a été élu et réélu. Et d'un pays qui est entré en crise, il est en train de sortir le pays de la crise, parce qu'il est compétent. Moi, je nous conseille de regarder dans cette direction. Ce sont ces exemples-là qui doivent nous éclairer, et non l'inverse. Nous recroqueviller sur nous-mêmes, sur nos petites identités. Parce que si c'était la voie, je vous dis que ça se saurait depuis, qu'il suffirait de choisir quelqu'un de notre tribu, de notre maison, pour que les choses marchent. Donc voilà ce que je voudrais vous dire. Sur le plan général, il faut aller dans une autre direction. Sur le plan personnel, je ne me retrouve pas dans ces critères-là. Pas parce que je suis impliqué, mais je vous dis, mon histoire personnelle, c'est autre chose. Ma pratique personnelle, c'est autre chose. Et cette pratique, c'est cette pratique-là qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est moi, c'est juste la base de cette pratique-là qu'au ministère des Finances, nous avons pu conduire un certain nombre de réformes. Parce que nous avons fait venir des gens, des personnes, des femmes, des hommes qui étaient capables, en ce moment-là précis, d'avancer, de faire avancer ces réformes que nous voulons conduire. Voilà ce que je voudrais vous dire. Je vous remercie d'être venu cet après-midi. Merci à Pierrot pour avoir animé. Merci à nos amis qui ont organisé tout cela. Et merci à vous d'avoir pris votre après-midi pour être ici. Merci beaucoup. Le cocktail est ouvert.